Eh ben, sans plus tarder, je sais que l'auditoire aujourd'hui a plusieurs questions. Donc, Monsieur Amar Bejloun va revenir. Il n'est pas parti. Il est rien parti à côté. Il revient. Donc, je commencerai euh, par donner la parole. Qui veut prendre déjà la première question? Ah, vous êtes nombreux là, hein. Donc, je commencerai par Madame. Bonjour. Excusez-moi, rien qu'on voudrait que les questions soient succinctes. Parce que, bon, sinon, on va ouvrir encore le débat. Ça ne va pas être Oui. évident, vu le temps que nous avons. Merci. Bonjour. D'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Aïda Saderi. Je suis étudiante en relations internationales ici à Akhawaïn. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être ici présents. Ma question s'adresse à vous, Dr Erksby. Vous avez dit que les modèles sont une question de choix et que le système politique est un obstacle pour les systèmes économiques. Ma question est, quels sont les choix que nous, jeunes, devons faire pour changer ce système politique? Merci. Alors, on va prendre 2-3 questions. Après, on regroupera les questions et après, on aura les réponses. Monsieur, on va faire l'approche genre. Pour ne pas dire que... C'est bon. Oui. Thank you very much. I'll be speaking in English, sorry. Yeah. My name is Ahmed Ali. I'm Nigerian. Please. Okay, I'm Nigerian. Yeah. So my name is Ahmed Ali. I just have some questions regarding what they mentioned. I see one of the problems we Africans face is comparing Africa to Europe when it comes to solutions. For example, Monsieur Najib Aksabi was comparing South Korea to Morocco concerning economy. We're talking about a country which has GDP of trillions comparing to Morocco which has billions. So it's logically impossible. So why don't we take countries that are close? For example, Africa, we have Ethiopia. So why don't we take these countries as examples? Secondly, also the same thing Monsieur Omar did, comparing Russia, Turkey, and Asia concerning politics. While we have Morocco, they have different political system. And another thing is you mentioned a movement, if I understand very well, because you were speaking French. You were talking about a movement that had concrete results. Youth now, our biggest problem is fear. No one wants to, like, if we take the independence, for example, the independence movement. It succeeded because of bloodshed. Who was ready to die here and, shed the blood for the country, while we know others will be scared. So we discussed it yesterday, which we find like one of the biggest problems youth have now is fear. How can we overcome this fear first? Thank you. Je viendrai ici. Bonjour, je m'appelle Safa Bouyahyaoui et je viens de terminer mes études ici à Akhawaïn avec un bachelor en relations internationales. Donc ma question est la suivante, elle s'adresse à Monsieur Omar Benjelloun. Donc le taux de la participation des jeunes dans les élections a baissé sur le niveau mondial, même dans des pays qui sont démocratiques comme le Canada. Il y avait beaucoup d'initiatives avec des recherches sociales qui ont commencé à étudier, à adresser les facteurs de cet abstentisme des jeunes. Donc je voudrais bien savoir la position du Maroc au niveau de ces recherches. Et aussi, par exemple, en Turquie, ces recherches, ils ont trouvé que l'ethnicité joue un rôle majeur pour choisir le parti politique et aussi pour savoir la vision des jeunes. Et même les partis politiques, ils ont commencé à cibler ces facteurs-là pour inclure les jeunes dans les élections. La question. Oui, et ma question, donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des efforts du côté des partis politiques pour inclure les jeunes et aussi comment vous évaluez la communication entre les partis politiques ici au Maroc et les jeunes? Et dernièrement, est-ce qu'on a besoin des réformes sur le procès des élections eux-mêmes? Parce que autant que jeune, je le trouve complexe et très très difficile à comprendre et aussi un manque de transparence. Donc merci beaucoup. Merci. On va prendre... oui. Non, attendez, je vais prendre là-bas, parce que j'ai pris là, là, et je prendrai là-bas. C'est bon? Oui, monsieur? Allez-y. Donc, je suis désolé un peu, ma question n'est pas très succincte, mais
c'est pour M. Benjelloun. Alors, vous avez parlé de la nécessité de nous forger une troisième voie, et je ne saurais être un peu plus d'accord. Si ce n'est qui n'empêche de remarquer, votre analyse s'est faite sur des concepts, des schémas de pensée qu'il faudrait peut-être repenser. C'est-à-dire, comme disait Einstein, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. On pourrait par exemple parler de la démocratie représentative dont vous avez parlé. Vous déplorez le manque de qualification des élus, mais cela n'est-il pas à l'image du peuple? Peut-être qu'il faudrait repenser la légitimité, la viabilité du système démocratique en soi. Vous avez aussi parlé... Je vais vous interrompre s'il vous plaît. La question, parce qu'on va regrouper plusieurs questions pour que les speakers puissent répondre. Parce que sinon, si on ouvre le débat, chacun va prendre 10 minutes à... Pour le contrat social, un contrat social avec qui? Est-ce que c'est le peuple avec le peuple avec les institutions, le peuple avec les élus, ou le peuple avec le souverain? Et donc, qu'en est-il de la souveraineté nationale? Et pour M. Axby, oui. Vous avez parlé vous n'avez pas voulu parler de modèle, vous avez voulu parler de choix. Pourquoi ne pas pousser la remise en question plus loin et reparler d'idéologie à la place de parler de développement? Merci. Monsieur, ça sera la dernière. On fait un premier round et après on passe au deuxième round. Hello, I'll be speaking in English. Sorry, I'm not. Yeah. I can't speak French. Well, my name is Osama Hassani. I'm currently studying political science, and I'll take a quote from a famous book by Thomas Paine, which is Common Sense. Society is produced by our wants, and government is produced by our wickedness. Actually, I believe very, very much in this quote, and from it, I want to ask you all, is reforming the political system in Morocco is going to change anything? And how should we reform it? Is it by reducing the political parties in Morocco, or by changing the education system from the beginning? Thank you. À vous la parole, messieurs. On commence par M. Axby. Bien, je vous remercie pour ces questions utiles, intéressantes, et qui permettent effectivement de revenir sur certaines choses que j'ai pu peut-être passer un peu rapidement. Alors, en fait, on rentre de plein pied dès votre première question. Quels sont les choix que les jeunes devraient prendre, donc en fait, pour que la donne, pour changer la donne politique? Et ça rejoint aussi d'autres questions sur cette relation entre l'économique et le politique. Alors, j'ai dit dans l'analyse d'abord, au niveau de l'analyse, que le système politique, et je veux bien insister là-dessus, je parle de système, je parle de mécanisme institutionnel. Dans l'approche, il n'est pas question d'être subjectif, hein. Il n'est pas question de s'attacher par exemple aux individualités. Ce n'est pas la question. Quand on analyse, quand on dit un système politique, on parle en fait des mécanismes institutionnels, à commencer par la Constitution et la pratique de la Constitution. Donc c'est pour dire, si on est d'accord avec ce constat, ça veut dire qu'effectivement, moi j'ai coutume de répondre à précisément des gens qui me disent vous, monsieur Flynn, en tant qu'économiste, quelles sont les réformes économiques que vous... Je suis désolé, je réponds en disant que la première des réformes est politique, elle n'est pas économique. Et donc, pour être très très clair, la première chose à changer, c'est les mécanismes institutionnels du système politique. Et pour être encore plus clair, pas l'habitude de tourner autour du pot, le système politique marocain doit changer. Peu importe encore le contenant. Appelez ça monarchie parlementaire, appelez ça monarchie démocratique, appelez ça ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et le contenu, je l'ai expliqué, moi je l'explique à travers 3 mots-clés. Les 3 mots-clés. Le système politique, qui peut être de nature à permettre au choix économique de réussir.
doit être un système politique où les choix doivent d'abord être déterminés par les besoins de la population. Et les besoins de la population, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Pour l'instant, l'intelligence humaine n'a pas encore inventé autre chose que la démocratie représentative. Il faut, avec tout d'ailleurs attention, hein, personne n'est dupe, tout le monde est conscient des difficultés de la pratique démocratique. Mais il reste que les élections, en principe, c'est un moment de compétition et de validation de programmes, de choix donc, économiques, politiques, etc. Qu'on doit être dans une situation où des partis politiques, chacun avec une vision, avec un programme, donc avec des choix, se présentent. Et le parti ou les partis qui ont gagné les élections, ça veut dire que une majorité de la population s'est retrouvée dans leur choix. Vous voyez? Donc la concordance entre les choix de la population et ce que ensuite l'État va pratiquer. Deuxièmement, un système politique qui clarifie les responsabilités et donc permet la reddition des comptes. C'est clair. Je pense que vous avez une école de commerce ici, on vous a appris dans tous les systèmes organisationnels, au niveau de l'entreprise. Vous pouvez avoir des systèmes centralisés, décentralisés, staff and line, direction par objectif. Chaque système a ses avantages, ses inconvénients. Tout le monde, tous les spécialistes vous diront, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, l'unité de commandement. Et donc, le contraire de la dilution des responsabilités. Vous êtes responsable, vous êtes pleinement responsable. Et précisément parce que vous êtes pleinement responsable, après les prochaines élections, vous vous rendez compte. Reddition des comptes. Et donc, voilà, c'est les règles. Et moi, vous voyez bien que ça ne m'intéresse pas de nommer ça, parce que c'est un autre débat. Mais par contre, un système politique ouvert qui doit permettre cette transition vers le changement doit obéir d'une manière ou d'une autre à ces fondamentaux de la démocratie. Donc, qu'est-ce qui doit changer? Ça. Maintenant, ça dit pas, on va gérer le temps. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Je voudrais que vous répondiez aux autres questions. Non, mais parce que sa question ne comporte pas que le volet politique. J'ai commencé par dire c'est le préalable. Mais évidemment qu'ensuite il y a des choix économiques et vous êtes en droit de me dire effectivement, ok, d'accord, on voulait l'économie de marché, on a l'économie de rente, on voulait le secteur privé, on a l'État, on voulait l'export, on a l'import. Ouais, bon, est-ce que votre alternative, c'est ça le débat, est-ce que vous signifiez par là que, par exemple, on revient sur l'économie de marché? Est-ce que vous voulez, on va, comme évidemment, ceux qui veulent caricaturer les positions, vous tirent tellement la ficelle que ça devient. Est-ce que vous voulez qu'on se referme sur nous-mêmes alors que le monde souffre? Évidemment non. Évidemment, par exemple, dire qu'aujourd'hui, le choix de l'économie de marché a échoué, on localise d'abord le problème. Il est au niveau de la rente. Donc, par contre, la rente, on peut la combattre. La rente, il faut Et en plus, je dis souvent, la rente ne demande pas beaucoup d'argent. C'est une des réformes qui demande d'abord une ferme volonté politique. On sait où sont les rentiers, on sait où est la rente, et donc, voilà, très très clairement. Le secteur, même je dis, les secteurs privés, il est évident qu'il n'est pas question de pourchasser le secteur privé. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que la relation qu'aujourd'hui le secteur privé a avec l'État, et donc avec notre argent, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est des deniers publics. Lorsque l'État distribue des subventions, c'est notre argent à tous. Cette relation est malsaine. Cette relation est déséquilibrée. L'État donne tout et le privé ne s'engage à rien. Donc, on parle de contrat social. C'est très bien, c'est un joli mot, c'est une belle expression. Mais moi, en tant qu'économiste, je rentre dans les détails. Et vous savez que le diable est dans les détails. Et donc, ça veut dire
qu'une relation contractuelle entre l'État et le secteur privé doit aller dans les détails des engagements des uns et des autres. Autant l'État doit effectivement, oui, organiser le climat, ce qu'on va appeler le climat de l'entreprise, organiser le cadre, sécuriser l'entreprise, rendre justice, la vraie justice. Tout ça est du ressort de l'État, de la puissance publique. Mais évidemment qu'en contrepartie, l'État doit, et on doit juger sur les résultats. Je te donne telle subvention, tu t'engages à créer tant d'emplois. Oui, on se donne un délai et on rend compte. La reddition des comptes doit aussi être celle du secteur privé. Un mot sur l'ouverture, par exemple. C'est évident qu'il ne s'agit pas de s'enfermer. Mais entre s'enfermer et rester dans ce compte à rebours, je vous assure, c'est du masochisme ce que nous faisons avec les accords de libre-échange. Nous sommes quelque part maso, parce que nous voyons bien que nous sommes perdants. Et nous sommes perdants, pas parce que les autres sont méchants, ou là parce que les autres trichent. On n'avancera jamais si on ne se dit pas à nous-mêmes nos vérités. Nous perdons contre les Turcs parce que nos soi-disant entrepreneurs n'ont pas entrepris. Nos exportateurs n'ont pas exporté, n'ont rien fait. Je peux vous dire, par exemple, que, d'ailleurs, l'ouverture, c'est quand même intéressant, ça on ne le dit pas, l'ouverture dans le cadre de l'ALE avec la Turquie était en fait asymétrique. C'est-à-dire que, paradoxalement, nous avions 10 ans d'avance sur les Turcs. Nous pouvions commencer à aller sur le marché turc dès 2006, alors que le Turc avait un démantèlement qui était progressif. Que nos entreprises, que nos exportateurs ont fait pour aller Tahoma, ouvrir des succursales, ouvrir des magasins, conquérir le marché turc. Et là, maintenant que eux, par contre, oui, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et il faut le reconnaître. Et là, maintenant, on se met à pleurer. Je vous assure, moi, je le dis clairement, je vous assure, en tant que Marocain, quelque part, je suis gêné. Parce qu'on donne l'impression, tout simplement, du mauvais joueur. Du mauvais joueur. À un certain moment, tu t'aperçois que tu es en train de perdre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça veut dire, il faut assumer. Moi, je vous l'ai dit, je n'étais pas d'accord avec les accords de libre-échange. J'ai toujours été contre, pour les raisons que j'ai expliquées. Mais maintenant que vous y êtes, il va essayer de koul sba ou koulni. Voilà, tout simplement, koul sba ou koulni. Bon, donc, c'est pour éviter d'avoir à nous remettre et à remettre en cause nos choix, on va toujours chercher. Et qu'est-ce que fait le ministre? Qu'est-ce que fait? Au lieu de se retourner vers ses propres, les entreprises, les exportateurs, qu'il a inondés de subventions et de dépenses fiscales, etc. Au lieu de leur décider, mais ils sont en train de taper sur les Turcs. Ah oui, mais ils sont en train de... C'est un petit jeu qui je répète, qui n'avance à rien. Donc, c'est encore vous dire que... J'arrête là dans ce cas-là. Bon. C'est vous dire que repenser, là aussi, notre ouverture, ça ne veut pas dire, tu vois, qu'on va s'enfermer. Mais ça veut dire repenser totalement, remettre les compteurs à zéro, par exemple, des accords de libre-échange. Commencer d'abord par, justement, construire notre offre exportable. Il faut qu'on ait quelque chose à exporter pour pouvoir ensuite aller négocier. Mais on n'a pas. On n'a pas. Donc, construire l'offre exportable et négociable et compétitive. 2, bon, je suis désolé. Désolé pour les autres, alors. J'ai eu pas mal de questions. Je voudrais d'abord répondre à l'étudiant. Excuse me, where are you from? From Nigeria. Okay. I will try to answer you in English, and I apologize for my English. The degree of fluency of English is not so high. Really? C'est très bien. Il vous a sauvé la vie.
parler en arabe. Exactement. ou, Ça fait bien. جميل. تكلمتي على على التضحيات ديال الاجيال اللي كتوصل لبعض النتائج ياك مثل الاستقلال. متاكد ان نجاوبك بالعربيه باللغه العربيه؟ اوكي. دونك تكلمتي على بعض يعني التضحيات ديال الاجيال بلود بمعنى الدم وكذا. ففعلا ان بدون without Steve Biko, Nelson Mandela will not be born. It means that there is a generation in South Africa which sacrificed itself to give the winning against the apartheid establishment. Even in Morocco, there is a fight against imperialism which gave the independence in the 50s, and also the fight for democracy in 60s and 70s give a martyrs like Mehdi Ben Barka, and without Mehdi Ben Barka it will be not the transition government of Abdurrahman Yousfi in 98, and it will not give the democratic area with the start of the Mohammed VI period with reconciliation with all of this paradigm. I am agree with you, but I mean that the fighting for democracy give the truth to the young generation to introduce itself in this fights and this beautiful fights and beautiful dreams. You talk about the models. I'm not talking about Egypt. I talk about Turkey. I say China, Russia, and Turkey, and I can also talk about India or Brazil. I mean by this that authoritarianism in this kind of country isn't synonym of underdevelopment. I mean that China now is the first economy in the world, in like the report of World Bank in 2021 give China as the leader of the world in economy. Russia also gave the balance with in the international relation, and Turkey in 2021 will be the eighth economy, eighth world economy in the world, and they try to organize themselves to give an alternative to the dollar financial establishment. So when we have this situation, it means that that there is a kind of alternative to the democracy model which give the link between democracy and development. China, for example, can say to you that, excuse me, I am Communist Party, one people, which give a sense and give a development. You know that FOCAC, a biggest forum of cooperation in the world, it's a forum of cooperation between Africa and China. 160 milliards of dollars of cooperation destination to Africa. Democracy don't give this kind of cooperation. So now the question is, that's why democracy is now a little bit on debate, because these alternative models make a doubt on the value and the virtue of democracy. That was my meaning. So, donc je reviens à la question de la demoiselle sur le taux de participation, hein, n'est-ce pas, sur le taux de la participation et des jeunes. Merci de m'avoir posé cette question, parce que je voulais dire quelque chose tout à l'heure dans mon intervention et j'ai oublié, et là je vais le dire. Moi je trouve que cette question de jeunesse dans un pays comme le nôtre, où la jeunesse est majoritaire dans l'échelle de la démographie,
la traiter d'un point de vue sectoriel est quelque part démagogique. Lorsqu'on parle du ministère de la jeunesse, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de politique de la jeunesse, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais le pays est jeune. Est-ce qu'on parle de médecine relative à la jeunesse? La population et les jeunes. Nous ne parlons pas du troisième âge, d'une médecine de gériatrie. Là, il y a un besoin effectivement spécifique à penser la vieillesse. Mais on ne pense pas la jeunesse comme un secteur. Lorsqu'on parle de politique culturelle ou de politique économique ou de politique en matière de développement, elle est d'abord en destination de la jeunesse. Donc c'est une question d'ordre transversal et central dans toute réflexion et toute pensée. Bien sûr que le système politique est le système électoral est très opaque, dans le sens où ce sont des systèmes de listes qui ont voulu éventuellement encourager l'électorat à ne pas voter pour une personne, mais à voter pour un programme. Mais malheureusement, de par l'état de nos partis politiques qui ont hérité, parce que nous avons plusieurs partis qui ont hérité d'une logique de rente politique, justement, qui ont été là depuis leur création. Je cite certains partis qui ont été créés depuis 1957, d'autres qui ont été créés à la fin des années 70, au début des années 80, et que nous héritons aujourd'hui dans le cadre constitutionnel nouveau, qui n'ont jamais présenté à la population que des candidats qui ont été élus grâce à l'argent sale et au blanchiment d'argent dans le monde rural. Il faut le reconnaître, il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. C'est pour cela que nous parlons d'une politique pénale, non pas d'une politique sécuritaire, مقاربة الأمنية, ولكن مقاربة جنائية. المقاربة الجنائية يعني فيها منطق العدالة وليس منطق التحكم. فالمقاربة الجنائية أو l'approche pénale pour faire le ménage dans la scène électorale est importante. C'est dur ce que je suis en train de dire, mais elle est importante. Faire le ménage dans un sens démocratique pour pouvoir laisser aux idéologies qui sont importantes. Attention à ne pas sombrer dans la lutte ou la guerre sémantique et la guerre vocabulaire du néolibéralisme. De rendre l'idéologie quelque chose de has-been, de pas sexy, de quelque chose qui fait peur. Tout à l'heure, le collègue me parlait déjà de schémas de pensée anciens. Est-ce que la pensée est ancienne? La pensée n'est jamais ancienne. Est-ce que Aristote est démodé? Je ne crois pas. La pensée n'est jamais ancienne. La pensée est à prendre dans la résolution des problématiques qui se présentent devant nous. Donc, le taux de participation est lié, qui est de 70% officiellement, là c'est la manipulation des chiffres comme a dit le président de séance, d'accord, mais moi je peux parler aussi de 85%, parce que quel est l'électorat de conscience? Ce qui nous intéresse, c'est l'électorat de conscience, qui a traversé la rue un dimanche matin pour aller voter, parce qu'il est conscient qu'il doit voter pour un parti, soit parce que ce parti représente une mouvance anticonservatrice, soit parce que ce parti représente la protection du conservatisme, soit parce que ce candidat est un représentant du socialisme, etc. Donc on est dans cette réhabilitation de la confiance qui est nécessaire, qui passe par le ménage de la scène partisane et électorale, c'est très important, qui passe par la simplification de la question des listes, c'est-à-dire un retour à un vote uninominal à 2 tours serait éventuellement intéressant, c'est-à-dire que nous pouvons éventuellement être plusieurs candidats à une élection. Il y a une première élection qui va nous sortir 2 grands candidats, ce qui va permettre éventuellement de synthétiser, de créer une convergence, des alliances déjà pré-gouvernementaux, et donc faire émerger une majorité, et cela passe effectivement par une réforme juridique, une réforme des lois électorales. Il y a aussi la question du seuil qui n'est pas du tout représentative, parce que pourquoi le débat est biaisé dans le sens des élections? Parce que lorsqu'on parle de ces partis dits administratifs, que je qualifie de courant d'un parti unique, qui peuplent les institutions politiques, on ne peut pas parler d'élection électorale. La Fédération de la gauche démocratique a eu 2 députés. Oui, mais 2 députés devant qui? 2 députés tout de même.
devant des gens qui ont hérité des élections depuis les années 70 et 80, qui se sont installés dans un clientélisme et un népotisme dans le cadre de leur circonscription, et bizarrement, leur circonscription continue d'être dans l'appauvrissement. Donc là, il y a des courroies de blanchiment d'argent qui sont complètement rodées dans le cadre de la logique, encore une fois, de la politique criminelle. Donc, le résultat électoral aujourd'hui au Maroc n'est pas un curseur de réalité politique. Lorsqu'on appelle pour une manifestation contre le deal du siècle ou contre la richesse de la vie et que le peuple marocain bat le pavé, par exemple, dans le cadre de manifestations, etc., le curseur est peut-être là et non pas dans les élections. Je n'ai jamais vu un parti administratif appeler à une conférence ou appeler à une manifestation et qu'il a éventuellement soit rempli la rue, soit rempli la salle. Donc là, il y a une interpellation dans ce sens. Je finis juste mon intervention par rapport aux collègues. Je dis donc que la pensée ne peut pas être démodée, parce que la pensée participe méthodologiquement à notre réflexion. Cette question qui revient souvent, est-ce que nous ne sommes pas... c'est Vladimir Lénine qui disait que les peuples n'ont que les gouvernants qu'ils méritent. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Lénine est marxiste et Marx est hegelien. Donc je vais emprunter une réflexion de Hegel qui avait schématisé la pensée ou bien la conscience collective sur 3 niveaux. Il a parlé de l'intellect instinctif, de l'intellect cognitif et de l'intellect idéal. Mais idéal avec eux. L'intellect instinctif, c'est celui qui nous permet de ressentir émotionnellement l'injustice par notre psychologie. C'est-à-dire quand vous êtes dans un terrain et que vous labourez, que vous cueillez des fraises sous un soleil tapant 12 heures par jour, vous n'avez pas besoin de sortir de l'Akhawayn pour comprendre que c'est une injustice. On est d'accord? L'intellect cognitif, c'est la capacité d'avoir de l'information, d'emmagasiner de l'information. Et l'intellect idéal, c'est la capacité de formuler du sens, de l'idée, de l'abstraction, etc. Eh bien, tous les peuples comprennent et ont conscience de l'injustice dans un cadre d'un intellect instinctif collectif. Cette idée de dire qu'ils ne sont pas encore éduqués pour mériter la démocratie, faites très attention à cela, c'est une idée coloniale qui a permis à la colonisation d'intégrer les peuples indigènes au nom de la mission civilisatrice. Ce sont des indigènes et des autochtones. On peut et on a le droit de venir les civiliser et les éduquer parce qu'ils n'ont pas connu l'école. Parce qu'ils n'ont pas connu notre école, celle de Charlemagne. Parce qu'ils n'ont pas connu les universités. Non, la politique se fait d'abord par un intellect instinctif. Ce n'est pas parce que c'est un peuple soumis sur un héritage de répression très long sur 50 ans, ou un peuple corrompu, et la corruption est une forme de contestation, que c'est un peuple inconscient. Faites très attention aux nuances. Merci. Siziani, vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux questions? Non, c'est bon. C'est bon. Marhaba. Deuxième round. Le micro, s'il vous plaît. Attendez. Deuxième round. Concerner la Turquie, pour vous dire tout simplement qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir réussir qu'on n'a pas pu faire. Donc M. Aqsbi a répondu à cette partie-là de la question et je poserai ma deuxième question à Sia Omar Benjeloun qui a parlé au début de son intervention de faire converger, en fait, rapprocher l'avis du peuple avec l'avis du gouvernement. En fait, c'est le peuple qui devrait avoir le choix à la parole. Alors moi, je pose juste une petite question. En prenant comme exemple le point sur la Palestine et
et donc de prendre position en faveur de la Palestine dans le deal du sel ou pas. Ma question ne présente pas ma position personnelle, c'est juste une question Rien en ne sera général. retenu contre vous. Non, ne non, vous en en fait. faites pas. Non, c'est une question où, en fait, est-ce que nous devons faire le choix du peuple, quel que soit le prix? Ou est-ce qu'on devrait intégrer cette partie dans nos choix et nos décisions? Donc, les répercussions de nos décisions, est-ce que nous devrons choisir l'émotion collective dans nos choix et nos décisions, ou est-ce qu'on doit utiliser notre intelligence, en fait, pour trancher ce genre de position? Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Karim Baoum, étudiant à l'Akhawain, School of Business Administration. Ma question est pour Monsieur Arsbi. Vous avez mentionné le protectionnisme en tant que stratégie optimale lorsque le Maroc a été dans son stage d'enfance, en termes d'économie. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie actuelle dans un contexte de mondialisation? Une deuxième question est en termes de politique fiscale et politique monétaire. Vous avez mentionné la politique monétaire et on voit qu'il y a une certaine différence en termes de politique fiscale au Maroc et la politique monétaire parce que ça a une relation avec la BAM. Et ma question est, comment vous pensez que la BAM peut avoir vous allez nous poser trop de questions, vous n'avez pas laissé les autres poser des questions. On prend les deux questions d'abord et après on reviendra. Oui. D'accord, merci. Allez-y. Oui. Ma question est, comment vous pensez que la BAM peut influencer le modèle de développement en tant que... voilà. Merci. C'est ma question. Alors, bonjour, tout d'abord, je m'appelle Khadija Darmam, je suis prof à l'école des sciences humaines et sociales. C'est un honneur vraiment de vous écouter et de vous avoir parmi nous. Alors, je passe très vite au point de la légitimité des choix et la souveraineté du peuple. Alors, ma question est speakers. Dans ce procès j'accuse de Émile Zola, on a parlé de l'État, secteur privé, on a parlé aussi des institutions internationales. Les ONG ou bien le pseudo-société civile, on a vu une prolifération maladive et tentaculaire depuis 2004. Dans quelle mesure l'État a procédé à une instrumentalisation de cette pseudo-société civile dans la validation des choix, la légitimité aussi des décisions et la déresponsabilisation devant le peuple et les institutions internationales. On a inclus le peuple. Dans quelle mesure cette société civile a joué un rôle dans ce chaos, dans cette crise structurelle sur tous les plans? Merci. Merci. S'il vous plaît. D'accord, on arrive. Je fais une question. Salam alaikum. Comme ça, premièrement, merci, cher professeur, pour votre présence, vos interventions. بون انا غادي نهضر بالعربيه لان كنا مغاربه وكنظن حتى الفرنسي راه كتبع فينا واحد الحاجه ديال الكولونيزاسيون. دون بون عندي دو كيسيون. بروميير هي ان حنا في المغرب عندنا واحد 40 حزب او لا كدا 40 حزب. انا جو فوا ان هاد التعدديه ديال الاحزاب ماشي كتصب في الصالح ديال المغرب، نو هي واحد استراتيجي بوليتيك اللي بوتيتر باش حتى شي حزب ما يكون عنده الاغلبيه او يفرض راسو في لاسين بوليتيك باش ان حنا نكون داك القضيه ديال فرق تسد، يعني كنا نكونوا متفرقين حتى شي واحد ما يكون عنده واحد لو بوين اللي غنجمعوا عليه كاملين الوغ ما غادي نوصلوا حتى شي حاجه. هذه pour la première question. Pour la deuxième, كنشوفوا ان الاغلبيه ديال لي بروجي اللي كيداروا، انا ملي كنعقل على راسي كنشوف هاد لي بروجي كاين تدشينات ديال بزاف ديال لي سونطر ديال لي بروجي، مي كنشوف هاد التدشينات اللي كيوقعوا ما كاين حتى شي حاجه اللي كترجع للمغرب واحد
يعني واحد يخدموا مثلا لي جون او لا تخلق فرص الشغل او لا سولمون دي بروجي اللي كيدشنوا ما كنوليش نسمعوا عليهم من بعد ما كنوليوش نسمعوا المردود ديالهم من بعد كنقول فين ماشيين بهاد المليارات اللي كيتخسروا في دي بروجي اللي ما تيرجعوش علينا حتى شي حاجه. وواحد الحاجه اخرى هي انا كنشوف ان مثلا كيجي شي حزب كيطلع في لو غوفرنمون ماروكان تيكون عنده واحد لو بروجي تيبدا في لو بروجي ديالو تيجي حزب موراه تيانولي كاع داك الملاير اللي تخسروا كيانولي كاع داك لي بروجي وتيبدا شي حاجه ازيرو اللي ما كنشوفوش واحد لا كونتينيتي ديالها في المستقبل اللي غير كنضيعوا الفلوس والمجهود والوقت يعني pour rien gagner en fin du compte. Alors merci beaucoup. Merci. Ici s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre intervention, c'était vraiment génial. Ce sont les conversations les vraies نشوفوهم. ماشي بدون لغة خشب du peuple au peuple. Directement aux questions, بغيت قبل ما نقول لك question. Voilà, d'accord. اللي بغيتي monsieur le modérateur. بغيت نقول واحد اقتبست من واحد الارتيكل اللي كان قالوا الأستاذ نجيب. نحن في قاعة انتظار كبيرة الجميع بما فيها الملك أسطر 3 أسطر أو أكثر على الملك نقر بالداء ولكن لا أحد يجلب الدواء. C'est vraiment une phrase géniale et qui explique toute la situation au Maroc. السؤال ديالي هو تكلمتوا قبيلتي مسيو عمر مسيو نجيب مسيو عبد الغني على كاينه واحد المفارقه بين لا بوليتيك et l'économie. السؤال ديالي هو voilà justement واش le Maroc il paie le prix de la stabilité. Merci. Une dernière question. Après, on passe. Il y aura le round 3. Promis. Il y aura le round 3. Bien sûr. D'accord. Alors, bonjour, je m'appelle encore le Idriss. temps, hein. Vous m'avez donné midi 5, messieurs les organisateurs. Je m'appelle Idriss et allez-y. Étudiant à l'École nationale de commerce et de gestion, et je passe directement aux questions. Pour M. Omar Benjeloun, en tant que docteur en droit, je voudrais vous poser une question d'actualité. Le ministre Moulay Hafid Al-Alami récemment a nommé clairement l'enseigne BIM au Parlement. Est-ce que d'une vision juridique, c'est une faute de sa part parce que ça peut influencer la demande? Et vous avez parlé de rétablir la confiance et du coup rétablir la souveraineté populaire. Comment concrètement rétablir la souveraineté populaire? Ça, c'est la deuxième question. Tu sais que Oui, j'ai je posé passe 2 questions là. directement- Donc on arrête sur la deuxième. La première, c'est. J'ai des questions pour M. Aksbi. Non, on peut pas. Sinon. Après, en aparté, vous pouvez lui poser les questions par la suite. D'accord? Donc on passe aux réponses. Et là, vous aussi, je vais être intransigeant. 3 minutes par speaker. Allez-y, monsieur. C'est Ziani. شكرا للحضور لان صراحه في التفاعل هو اللي كيكون جدي لان المداخله يمكن كتكون عند عند اللي غادي يديرها واحد الفكره يوجدها ولا جاي وكيفكر ولكن المشكل هو ديك التلقائيه ديال الافكار. انا يمكن لمسوني واحد 2 الاسئله الاستاذه ديال الازمه والمجتمع المدني وكذا والاستاذه اللي دخلت على الاحزاب السياسيه. هو المشكل في هذا النموذج التنموي الجديد شنو وقع لنا حنا مغاربه؟ وقع لنا واحد التمثل سلبي لاي خطه او استراتيجيه تنمويه، تمثل اجتماعي. هذا التمثل الاجتماعي شنو يقول؟ واش المضمون ديالو؟ يقول لك دابا الا سالنا مثلا الناس الهامش ولا الا سالنا اي انواع الشرائح المجتمع يقول لك ان ملي راح نسمعوا ديما كيديروا لجان ديما كيديروا كذا ديما كيديروا كذا وما كاينش شي حاجه. اذا هنا يثور السؤال هل النموذج التنموي هو تدبير للازمه ام هو يحد هذه الازمه؟ اذا ملي تنطرحوا هذا السؤال وهذه المفارقات شنو كنلقاو؟ كيفاش تكونت لنا هذا التمثل السلبي نحو تدبير هذه الازمه؟ صحيح انه هو تمثل يمكن لقيناه في بعض مؤشرات هذه التنميه مثل التعليم. انا اعطيكم واحد المثال. انا قريت في التحضيري في الخيمه كانش عندنا المدرسه في الظهره وحفظنا المعلم ارسموا بابا ارسموا ماما بالالوان
والكثير فينا امه منين جات المخاض ماتت ما عارفهاش وتيطلب منك ترسم امك وترسم باك. فعلا هذا تمثل سلبي بالنسبه لي، لان نكون هنا امام الكف بالمعنى الاشتراطي لدى ايفاد بافلوف. شنو هو؟ لان غادي تطلع لي واحد الماهيه حقيقيه وواحد الماهيه فوقيه. الماهيه الحقيقيه، هل فعلا هذا هو اعلان عن وضع حد لهذه الازمه؟ الماهيه الحقيقيه ما يمكنش هذا النموذج التنموي يكون حد للازمه، باش نكونوا واضحين، وانما يكون هو عباره عن تصحيح مسار، ويكون عباره عن وضع خطط اخرى. لان حتى تاريخ العلوم في مناقشه المساله الاجتماعيه والانسانيه، تاريخ العلوم هو تاريخ اخطائها. تاريخ العلوم هو الهزام اللامعقول. لا ياتينا التقدم، وهنا ذكر الاستاذ قبيله ذكرنا بانجليز وماركس ولينين. التراكم يؤدي الى القفزه النوعيه، اصل الملكيه والدوله والعائله. الا ما كانش عندنا واحد التراكم، يقدر يكون هذا التراكم اخطاء، ولكن يمكننا نؤدي لواحد القفزه النوعيه. اذا هنا للحد من هذه الازمه يجب تغيير هذا التمثل، واجابات لتغيير هذا التمثل يكون اجابات عن الممارسه، لا براكسيس، تكون واقعيه. ماشي نحن لا نحتاج الى لجان تصوير، نحن لا نحتاج الى طالب صوره، نحن لا نحتاج الى استاذ صوره، نحن نحتاج الى باحث علم، الى طالب علم، الى لجنه علم، دراسات ميدانيه واقعيه. اما فيما يخص الاستاذه اللي طرحت السؤال ديال الاحزاب السياسيه، شنو هي السياسه؟ السياسه يعرفها ارسطو هي حكم الناس على اساس من الفضيله والاخلاق في الواجب الحقيقي ديالها. اذا هذا الفن فن هذا حكم الناس، لكن المشكل هو في هذا الحكم اللي يمكن يثور فيه مجموعه من المصطلحات اهمها السلطه. هل هي خاصيه ام صفه؟ اذا كانت خاصيه اذا هي انتصار للعقلانيه، انتصار للنموذج الهيمنه العقلانيه. واذا كانت صفه هي انتصار لنموذج التقليد والسحر والخلافه والشعوذه ذات المنهج الطيولوجي. هنا كتذكرنا باخر مزيان هذا السؤال، اعطيك واحد شويه ولا يلا. ملي وقعت الفوضى في فرنسا وفي العالم ككل، الناس عطات اجابات. كان احنا اليوم حنا هنا نجتمعوا نستافدوا ببعضنا، هكاك الناس اجتمعوا. كاين اللي قال الدين كاساس اخلاقي لتصحيح المسار، كاين اللي قال استبدال السحر والشعوذه بالعقلانيه، كاين اللي قال الصراع هو اللي كيحرك لنا هذا الامر. لكن هنا اختم بمالغريميد، وهي انثروبولوجيا امريكيه معاصره. اذ لم نكن راضين عن مجتمعنا نكون علماء اجتماع، واذ لم نكن راضين عن انفسنا نكون علماء نفس، واذ لم نكن راضين لا عن مجتمعنا ولا عن انفسنا نكون علماء انثروبولوجيا. ونحن في حاجه ماسه الى الانثروبولوجيا، لانها دراسه عمقويه وذات تحليل عمقوي لكل بنيات النموذج التنموي الجديد. وشكرا. شكرا. Allez-y. Chrono. شكرا سيد الرئيس. Bon, par quoi je vais commencer? Je vais commencer يمكن la question de la question du choix du peuple et que vous avez posé. القضية ديال le choix du peuple, attention, il ne faut pas voir dans mon propos نبرة شعبوية. Il n'y a pas de populisme dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le peuple a un intellect justement instinctif. اللي الدور ديال الحزب السياسي اللي كيكون طبعا منبثق من الشعب هو اللي تيعطي واحد التعبير وتيخلق واحد الجدل باش يعني كياخذ القرار السليم والتعبير السليم من اجل ارساء واحد السياسه عموميه داخل المؤسسه السياسيه. بمعنى كاين واحد لو فيلتر، اون سنتريفوجوز اللي هي الحزب السياسي ما بين ليموسيون سكو فوز افي ابلي ليموسيون كوليكتيف اي لا كونسيونس كوليكتيف. انا تكلمت على الضمير الجماعي. لا كونسيونس كوليكتيف elle est
plus ou moins travailler politiquement dans un parti politique qui se respecte pour que l'essai soit transformé au sein de l'institution politique. بالنسبة المسألة ديال الوزير من الناحية القانونية هذا سؤال تقني. هل التعبير على شركة معينة هذا خطأ سياسي طبعا، لأن أولا كيدير لها الإشهار، ثانيا هو في حالة التنافي وماشي غير بوحدو في هذيك الحكومة، بمعنى أن كاين بعض المشاكل من الناحية القانونية ومن الناحية المعنوية باش ما نقولش الأخلاقية. فهناك يعني بحال واحد تربص على واحد الشركة معينة، ماشي المسألة ديال أن الاتفاق التبادل الحر مع واحد الدولة اللي هي تركيا تلغى، فبمعنى كل شيء خصو يتلغى، لأن هناك شركة بناء، هناك شركات ديال الخشب ديال لاموبلومون، هناك شركات اللباس فعلا، هناك شركات كذا، ولكن تم الذكر بالاسم ديال هذيك الشركه اللي كدير التوزيع على المستوى GMS غراند موين سيرفاس ديال المواد الغذائيه. ففعلا هناك، اما باش زعما التصريح ديالو يتعرض لواحد المسؤوليه قانونيه او متابعه او دعوه ديال الشركه من ناحيه التصريح لا اظن، ولكن الشركه اتونسيون على خلاف الدوله، الشركات التركيه راه تقدر تطعن في هذا القرار ديال الالغاء امام المحاكم المختصه، ياك باش تحافظ على المصالح ديالها. غادي نشوفوا طبعا لاكtualité شنو غادي تقول لنا. بالنسبه للمساله ديال باش نختم، لان جو بونس كو سا فا سانتيتيزي l'ensemble des questions, la question de la souveraineté populaire et la réhabilitation de la confiance, comment est-ce qu'on le dit concrètement? Je pense que ça a été le contenu de l'ensemble de mon intervention tout à l'heure. La confiance s'établit d'abord par la vertu, c'est-à-dire, encore une fois, la première règle du commandement, c'est de donner la vertu, à ce que les leaders donnent une vertu morale, scientifique, professionnelle. Il doit refléter une image de la société pour qu'il puisse mobiliser justement la conscience collective. Cette souveraineté s'exerce à travers les institutions politiques, وهذا هو صلب الديمقراطية. بمعنى cette intelligence dont vous avez parlé tout à l'heure, le gouvernement et le peuple, le gouvernement est censé être issu du peuple. Et l'intelligence est une intelligence collective articulée. هنا المشكل اللي كيتطرح هو المشكل اللي قال قبيله الأستاذ أقصبي ديال l'intérêt général، بمعنى بحال إلا حنا عايشين في واحد البلاد اللي ما فيهاش un seul intérêt général، فيها بزاف ديال les intérêts généraux. Et là le prix de la stabilité, mon cher ami, le prix de la stabilité, c'est justement d'installer les fondations du développement et les fondations du progrès, et non pas une stabilité par le bâton. Ça doit être une stabilité par le social, le développement et justement la confiance politique. Merci. C'est Arsbi. Bon, moi je réponds dans l'ordre de présentation. C'est bon. Et si je ne réponds pas à d'autres, ce sera votre faute, monsieur le Président. Merci, c'est moi. Bon, alors, première question, protectionnisme dans la mondialisation. J'ai dit que aujourd'hui, il y a une réalité évidemment qui est celle de la mondialisation, mais je voudrais tout de suite ajouter qu'en fait, on a déjà changé d'époque. On parle aujourd'hui de démondialisation. Il y a déjà un retour de balancier. Et vous avez devant vous l'exemple le plus important qui est donné par la première puissance qui sont les États-Unis d'Amérique. Je veux dire aujourd'hui, Trump n'a aucun scrupule. Et vous allez voir pour le reste d'ailleurs, aucun scrupule à remettre en cause tous les accords qui ont été signés. C'est vous dire. Quelqu'un qui parlait tout à l'heure d'idéologie, mais enfin ça on le dit depuis des années. Le libre-échange c'est d'abord une idéologie mise au service d'intérêts particuliers. Et donc, bon, quand ça les a arrangés, ils ont prôné et chanté le libre-échange. Quand ça les arrange plus, le problème هو ديالنا. حنا قابطين سمح لي قبيله قلت البندير حسابني غادي تصدق على البندير، حنا قابطين البندير. هذا هو المشكل ديالنا. Regardez sur la point lié avec la question de la politique fiscale, mais enfin c'est un scandale ce qui est en train de se faire. Dans la loi de finances 2020,
Nous avons remis en cause un certain nombre d'avantages fiscaux qui étaient donnés aux exports, aux zones franches et à Casa Finance City. Là encore, moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec cette politique. La preuve d'ailleurs, c'est ce qu'elle donne. Mais le problème, c'est que on construit une stratégie. Là, il ne faut pas oublier les zones franches, les exportations. Ça procède, ça s'inscrit dans la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de la croissance dite tirée par les exportations. Donc, d'une certaine manière, c'est cohérent que ça ait échoué. C'est clair, mais c'est une autre histoire. C'est cohérent. Le problème est que ces avantages fiscaux pour les zones franches, etc., nous ne les avons pas inventés nous-mêmes. C'est l'Union européenne, c'est l'OCDE qui, il y a 2 décennies, nous disait mais il faut y aller, il faut faire donner des avantages pour attirer les investisseurs étrangers, attirer les multinationales. Parce qu'à l'époque, ils étaient justement, leur intérêt, c'était de promouvoir les fameuses délocalisations. Donc, ils nous demandaient à nous d'adapter notre politique fiscale en fonction de leur stratégie. Très bien. D'abord, la roue a tourné. D'abord, ils s'aperçoivent que les délocalisations, pour eux, c'est d'abord un problème pour l'emploi chez eux. Donc, ils ont complètement changé de stratégie. Et nous, à nouveau, ils ont changé leur stratégie. Ils nous demandent de changer notre fiscalité pour l'adapter à leur... Vous voyez à quel point le suivisme devient caricatural. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, s'inscrire dans une autre façon de concevoir la mondialisation. Je n'y a l'autre façon. C'est tout simplement, je veux dire, revenir au bon sens. Je vois le bon sens. Oui, nous avons des intérêts. Des intérêts. La nation existe encore. On a voulu nous raconter des histoires un certain temps, avec là aussi la mondialisation, le monde est un village planétaire, etc. Mais enfin, la réalité de la nation, elle est plus... D'ailleurs, peu importe, je n'ai pas de jugement à faire, peu importe, que ça soit bonne ou mauvaise chose. Mais la réalité de la nation, la réalité des frontières, tout simplement parce que les élections, d'ailleurs pour relier avec continuent à être une réalité très, très nationale. Hein. Trump, il pense d'abord à ses électeurs pour remettre en cause l'accord de libre-échange. C'est tout bête. Donc, revenons au bon sens. Et le bon sens, c'est d'abord effectivement les intérêts nationaux de notre peuple. Donc ça veut dire, j'ai dit, oui, il est possible aujourd'hui de repenser l'ouverture, de penser à un autre type d'ouverture qui tienne compte d'abord de nos intérêts. Première chose. Deuxième chose sur Banque al-Maghreb. Alors, là, avant de répondre à ce que peut faire Banque al-Maghreb, je ne peux pas dans ce débat qui effectivement en permanence conjugue l'économie et le politique. Je ne peux pas ne pas soulever une question qui est un véritable scandale, et là aussi c'est encore un legs du délire néolibéral. On nous parle d'indépendance de la Banque centrale. Parce que, figurez-vous, l'indépendance de la Banque centrale. La Banque centrale produit une politique monétaire qui ensuite a un impact sur l'emploi, sur les revenus. Ce n'est pas des choses théoriques. Concrètement, une politique orthodoxe comme celle que mène Banque al-Maghreb depuis 20 ans a un impact sur le chômage, a un impact sur le niveau de vie, un impact. Bien. Mais la question d'abord, parlais tout à l'heure, tu disais qui a mandaté qui pour décider de quoi? Mais on est au cœur du problème. Mais où est les Banque al-Maghreb qui fait cette politique? Plus en connexion avec le Fonds monétaire international qu'avec les réalités intérieures. Qui a mandaté Wali Banque al-Maghreb pour cela? Est-ce que Wali Banque al-Maghreb est un élu? Est-ce qu'il est élu pour faire ce qu'il a? Donc vous voyez bien qu'on est là aussi en pleine problématique de légitimité. De légitimité des choix. Nous sommes face à un système qui s'est instauré de manière un peu, j'allais dire presque à notre insu, sous prétexte que, d'ailleurs là aussi la même chose, lorsque l'Occident s'est arrangé la politique dite d'indépendance des banques centrales,
Maintenant, ils sont déjà... Regardez la réponse des puissances occidentales à la crise de 2008 sur le terrain de la politique monétaire. C'est le quantitative easing. Eh bien, c'est quoi? C'est le contraire de ce qu'ils nous racontaient avant. Pour vous dire, il n'y a pas de principe dans tout ça. Il y a une idéologie et il y a des intérêts. Donc, vous me dites comment le Maghreb peut contribuer au modèle de développement? Ben déjà, en respectant la souveraineté populaire, c'est tout. Je veux dire, en laissant les choix s'exprimer à partir d'un véritable processus démocratique. Et si un gouvernement, par exemple, est élu sur un programme qui signifie concrètement, par exemple, pour lutter contre le chômage, vous connaissez la courbe de Phillips, etc., pour lutter contre le chômage, ben oui, il faut faire une politique de déficit budgétaire, par exemple. Aujourd'hui, une personne que personne n'a jamais élue me dicte au gouvernement élu, lui dicte une politique totalement contraire. Donc, contribuer au modèle de développement, c'est d'abord simplement laisser les urnes s'exprimer, laisser les choix populaires se faire, et ensuite, ben oui, un Wali Bank al-Maghreb, une banque centrale, c'est l'appareil de l'État. C'est un instrument au service des politiques, c'est-à-dire des choix. Et ça doit s'en tenir à cela. C'est bon. Merci. Monsieur Mejloun, j'aimerais bien que vous répondiez à la question de la demoiselle quand elle a parlé de partis politiques et Farraq Tassoud. Est-ce que vous pouvez revenir rien pour pouvoir répondre à sa question? أنا حسيت بك تفكر وأنا مرة سيقص بلا كتفوت أنت كتفوت تهمتنا بالكولونياليزم وكذا. لا هو فعلا شوف كاين جوج ديال المنطلق ديال هذه المسألة ديال التعدد هو الإرادة السياسية. الانتقال الديمقراطي في إسبانيا من بعد الوفاة ديال الديكتاتور فرانكو، والانتقال الديمقراطي اللي قام به الملك خوان كارلوس آنذاك مع الديمقراطيين الجمهوريين والحزب الشيوعي والاشتراكي الإسباني، عرف واحد الفترة اللي كانت فيها الانتخابات فيها 136 حزب. 136 حزب. الإرادة السياسية ديال الملك خوان كارلوس آنذاك هو أنه يقر الديمقراطية في داخل إسبانيا، وأن جميع الفرقاء السياسيين كان خصهم ينخرطوا في المسألة الانتخابية، الانتخابات ديال 78 اللي عرفها رئيس حكومة الوسط اليميني أدولفو سواريز قبل من الاشتراكي فيليبي غونزاليس، إلى درجة أن الانتخابات تعطلت من 75 ل 78. علاش؟ حتى يدخل رئيس الحزب الشيوعي الذي كان لاجئا في رومانيا عند تشاوسيسكو يدخل اسبانيا، وبلا به ما كانش غادي يدار الانتخابات. هذه إرادة سياسية. حنا عندنا غير 40 حزب، ماشي 136، غير 40. ولكن الإرادة السياسية وقرا قلتيها هو تمييع الحياة السياسية. حنا راه ما عندناش 40 حزب. شتي هذيك 40 الأغلبية ديالها هم تيارات لحزب واحد، تيارات لحزب واحد كيطبقوا سياسة معينة هي سياسة لا سياسة، يعني تطبيق التعليمات ديال صندوق النقد الدولي، وتطبيق التعليمات ديال الايادي الخفيه، وتطبيق التعليمات ديال الممولين من تبييض الاموال ديال الاجرام وكذا والى اخره. اما كاينه شي حاجه، كاينين احزاب اللي عندهم خلفيه ايديولوجيه بدون تسميه، خلفيه ايديولوجيه محافظه، خلفيه ايديولوجيه اشتراكيه، خلفيه ايديولوجيه ليبراليه، متواجدين مع الاسف وخا مضغوط عليهم، متواجدين داخل الساحه السياسيه وكيشتغلوا. طبعا ننتقدوهم ما ننتقدوهمش، نتفقوا معهم ما نتفقوش معهم، حنا كنتكلموا بمنطلق علمي وبمنطلق جامعي واكاديمي، بمعنى ان التعدد مرتبط بمساله الاراده السياسيه، والتعدد ايجابي، بمعنى ملي كيجي كيقول لي القطبيه الثنائيه، القطبيه الثنائيه عاوتاني علاش انت محافظه انا ليبرالي، كيجي واحد تيقول لك لا الباراديغم البيئي هو الاساس، نقمعوا خصني ندخلوا سوا مع المحافظ سوا مع الليبرالي، لا هذا عبث. يمكن ان المؤسسات واش بيرني ساندرز ديمقراطي؟ بيرني ساندرز في الولايات المتحده مناضل اشتراكي لديه برنامج اشتراكي، هذا خصو يحس حزب ديالو بوحدو. علاش داخل مع الديمقراطيين الليبراليين وكيتعايش معاهم داخل واحد المنظمه كبيره؟ لان الدستور الامريكي والتراكم الامريكي وتراكم التجربه الانتخابيه الامريكيه حتمت ان كاينين جوج الاحزاب، او في انجلترا كذلك. لا التعدد مزيان، ولكن شنو غنديروا بالتعدد؟ حنا مع الاسف التعدد ديالنا
ونقولوها بكل مسؤوليه، وحنا في اطار نقاش متعلق بالنموذج التنموي ومدخل الاصلاح التنميه هو اصلاح الحياه السياسيه والمؤسسات السياسيه، هو ان التعدد لا يخدم الشعب ولا يخدم الاراده السياسيه، هو تعدد يتعلق بالضغط على الاحزاب التي لديها مشروعيه سياسيه، وطبعا توجيه المؤسسات السياسيه الى اهتمامات والى مصالح غير المصلحه العامه. هناك فعلا باش بحال اللي قال الاستاذ اقصبي قبيله ان نجيبوا اتفاقيه دوليه وقوانين كثيره، اعداد الضفه ديال بورقراق مثلا، قوانين الماليه، الماده 9 ديال قانون الماليه اللي كانت محط النقاش، ان نتصوروا ان قانون الماليه ولا فيه بند ولات فيه ماده تمنع تطبيق قرارات القضاء. وشنو المنع؟ باش نديروا شويه ديال البوليميك، القرار القضائي كيتنطق باسم صاحب الجلاله وتطبيقا للقانون. غتولي انت وزير غادي تقول له لا اسمح لي سيدي، عندي الماده 9 داخل قانون الماليه، الحكم ديالك ما مطبقوش، انا ما نفذوش. انت غتقول النيابه العامه طبقوا بالقوه العموميه، النيابه العامه تقول لك لا سيدي كاين قانون الماليه كذا. هذا قرار قضائي منطوق باسم صاحب الجلاله، بمعنى حتى في هذاك المنطق ديال ما كيحترموش نفوسهم داخل المنطق، داخل المنظومه ديالهم، داخل الباراديغم ديالهم. فهناك مشاكل. هذا القانون الماليه شكون اللي يتكلم عليه؟ هناك قوانين تتصوت عليها ما كاينش النصاب، ما كاينش الكوغوم، وكتصوت عليها مع الوحده الليل، يعني بحال الا خاطفين شي حاجه وكيقسموها بيناتهم وكذا والى اخره. هناك قوانين تصوتات امين بمعنى التعدديه مبنيه على مساله الاراده السياسيه، هي فيها واحد القيمه مضافه اكيد، ولكن شنو غادي نديروا بها؟ الوضعيه هو ان لدينا تيارات لحزب وحيد فيه الاغلبيه ديال ديك 40 اللي هضرتي تتعايش مع احزاب ذات مشروعيه سياسيه. Merci. Shukran, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a respecté les délais. Midi 7, 2 minutes. Et excusez-nous pour le troisième round. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez tout à l'heure venir vers les speakers, leur échanger avec eux. Je tiens à remercier Sizi Eni, Si Aqsbi, Si Benjeloun pour votre patience et de m'avoir supporté. Merci beaucoup. Et merci pour l'auditoire. Merci. Sans plus tarder.